Voilà, et ben, la parole est à Véronique. Oui, Merci encore Véronique d'avoir merci. accepté notre invitation. Mmh. Donc juste 2 mots, le la démarche des cours Oasis, en principe, je pense que tous les participants la connaissent. Si vous avez reçu l'invitation, c'est que vous êtes partie prenante à un titre ou à un autre. Hem, Véronique Claude, donc intervient, au titre de son expérience, par rapport aux jeux et en particulier aux jeux libres. Et donc va nous faire découvrir, de quelle manière, ben, ce type de jeu permet de développer les compétences des enfants et est adapté précisément à une cour, qui se transforme, dans la logique de la cour Oasis. Moi, je m'appelle Véronique et j'ai toujours, travaillé avec des enfants dans des équipes, que j'ai pu diriger et notamment, j'ai beaucoup travaillé sur une pédagogie qu'on a appelée au bout de quelques années et après des recherches avec, des chercheurs en sciences de l'éducation comme, Jean Housset, une pédagogie qui s'est appelée la pédagogie de la liberté, c'est-à-dire des endroits, des lieux d'animation où l'enfant fait ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut et où la posture des animateurs est plutôt d'accompagner les enfants dans leurs projets. Voilà, moi j'ai toujours travaillé comme ça pendant une trentaine d'années et suite à quoi j'ai laissé les directions parce que ben, pour changer, parce que c'était de plus en plus de l'administratif et de moins en moins de la pédagogie, et que j'ai eu envie d'être plutôt du côté d'accompagner les animateurs sur des questions de la place de l'enfant, de la parole de l'enfant et de l'accompagner dans ce que lui, il a envie de faire. Voilà, donc c'est juste pour me présenter un petit peu et aussi juste pour dire aussi d'où je parle, c'est que j'ai fait un master en sciences du jeu à Paris 13 et du coup Paris 13, Paris 8 et du coup, j'ai aussi travaillé avec le laboratoire de recherche sur les cours de récréation, le laboratoire Experis, quand, j'ai eu fini mes études, là-bas. Donc voilà, donc j'ai pu, beaucoup, filmer et photographier des enfants, en action et voir un peu ce qu'ils faisaient, dans différents types de cours. Voilà. Alors, il y a un petit sommaire, je ne vais pas vous le détailler parce qu'on va le découvrir, hein. On va rester un peu sur la cour Oasis. Après, on ira voir ce que c'est que le jeu libre et quelle est la définition du jeu libre, pour voir après ce qu'on peut faire, dans une cour Oasis et ce qu'on peut, apporter comme élément, avec ce qui est existant et ce qu'on peut rajouter en plus. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez, hein, n'hésitez pas. Alors, une cour Oasis, pour moi, c'est un nouveau projet pour les enfants pour mieux jouer. Il faut savoir, et ça, vous avez peut-être ça en tête, c'est que quand on arrive dans une cour de récréation lambda, en général, c'est un grand plateau de bitume, de goudron ou de peu importe, un grand plateau vide sur lequel il y a des traits pour faire du sport. Et quand on regarde les enfants en cours de récréation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a au milieu de la cour et sur un grand, grand espace, c'est-à-dire à peu près 80 de la surface de la cour, on a 20 des enfants qui sont en train de jouer au foot. C'est quand même, alors je ne suis pas la seule à l'avoir à pu le vo à avoir pu le voir, hein. Il y a d'autres chercheurs, comme Edith Marouagiel, qui aussi a fait ce même constat et en général, c'est des garçons qui sont en action au centre de la cour et puis autour, on a, des filles, qui, s'occupent comme elles peuvent, je dirais, gentiment souvent. On va jouer un petit peu à chat sur le côté de la cour, on va faire des Scooby-Doo, on va, discuter avec ses copines, mais c'est principalement les filles qu'on trouve, les filles et les non-joueurs de foot, hein. Il y a aussi des garçons qui ne sont pas joueurs de foot et ils sont sur le pourtour de la cour, sur un espace qui est beaucoup plus réduit, hein. Ils ont pas beaucoup de ils ont le tour, voilà. Et quand on regarde ça, c'est assez, enfin, vous pourrez faire l'expérience de vous arrêter devant quand vous passez devant une cour d'école qui n'est pas aménagée comme les cours Oasis, vous pourrez regarder et c'est en général ce qu'on voit. Et ça pose problème, hein, parce qu'il y a des enfants qui aimeraient bien courir après le ballon, mais ils ne sont pas footeux, donc ils n'ont pas accès au centre de la cour, etc. Et donc la cour Oasis, elle va modifier physiquement le lieu.
de la cour, en offrant des espaces d'herbe, en offrant, des espaces qu'on contourne, des espaces qu'on grimpe et du coup, rien que ça, ça apporte une modification de ces 20 de garçons qui prenaient le monopole de la cour. Ils n'ont plus le monopole de la cour et de l'espace et donc ça redonne de la place aux autres enfants qui vont pouvoir aller grimper, sauter, se déplacer parce que ça leur de fait, la cour physiquement les autorise aussi à utiliser d'autres espaces que le tour. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des cours Oasis qui se mettent en place. Et puis la cour Oasis, elle va favoriser le jeu libre parce qu'elle apporte plein d'éléments, des choses où on peut se cacher, on peut passer en dessous dans un tunnel, on peut grimper au-dessus. Donc elle favorise tout ce qu'on appellerait le jeu libre, c'est-à-dire un jeu qui n'est pas, dirigé par un adulte, qui n'a pas de règles et qui permet aux enfants, d'y aller, selon leurs envies du moment. Heu et donc là, si on veut vraiment qu'il y ait du jeu libre, il faut aussi que ce jeu libre réponde à 5 critères. En fait, on n'a pas de situation de jeu si on n'a pas ces 5 caractéristiques et donc rapidement et je vais les détailler après, il faut que l'enfant, puisse entrer dans un second degré. Il faut que les décisions appartiennent aux joueurs, et pas quelqu'un qui dise ce qu'il faut faire, hein. Il faut qu'il y ait une règle, pour que les enfants puissent s'appuyer sur cette règle. Il faut qu'il y ait, que cette action, elle soit gratuite, c'est-à-dire qu'on n'attend rien de ce qui va se passer, on n'en attend rien derrière, hein. Et puis il faut que, l'incertitude de la fin du jeu, reste une incertitude. On ne sait jamais à quoi on va aboutir à la fin. Ça, c'est 5 éléments qui vont répondre à la définition du jeu, de ce que c'est que le jeu, du concept du jeu. Heu, L'entrée au second degré, en fait, je vais vous donner un exemple et vous allez voir que c'est quelque chose que vous connaissez. En fait, on voit, par exemple, si on voit des enfants qui se battent dans une cour avec un enfant qui dit: «Je vais te tuer», ben, en fait, fonction de sa voix, fonction, de ses mots, fonction de son physiquement, de sa posture, de son corps, on va quand on est adulte surveillant de la cour, on va soit aller à leur rencontre pour arrêter, soit on va pas bouger parce qu'on a compris qu'ils étaient dans un jeu. Ça, c'est, quelque chose d'important, le second degré, c'est-à-dire c'est, quelque chose qu'on a le droit de faire dans le jeu qui est pour de faux, mais on peut le tester, on peut le faire parce que c'est pour de faux. C'est ce qu'on appelle le second degré et ça permet aux enfants vraiment de lâcher prise. Il y a pas d'interdiction dans le jeu, dans vraiment quand on les laisse jouer, il y a pas quelqu'un qui dit: «C'est pas dans la règle» ou je ne sais quoi. C'est vraiment des choses qui vont permettre aux enfants de tester des choses et de sortir de la réalité pendant un temps donné. Ça, c'est la première caractéristique du jeu. La deuxième caractéristique du jeu, c'est que la décision doit appartenir au joueur. Il faut que c'est le joueur qui va, l'enfant ou l'adulte, hein, d'ailleurs, c'est la même chose pour les adultes. L'enfant va s'engager dans l'activité, il va avoir envie de jouer avec d'autres ou même tout seul, et c'est lui qui va décider de devenir, par exemple, un dragon, c'est lui qui le décide. Et à chaque étape du jeu, il va toujours décider soit de continuer, soit d'arrêter. Les décisions lui appartiennent à lui. Et donc en fait, du côté des adultes, je vais dire, qui sont dans les cours, qui accompagnent les enfants, quelquefois il faut réfléchir, sur des enfants qui ne jouent pas ou sur, des cours où ça ne joue pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour, susciter ou impulser l'entrée en jeu des enfants? Ça peut être, je sais pas, je vais rapidement, ça peut être du matériel mis à disposition des enfants, ça peut être comme la cour Oasis par exemple, des espaces qui vont inviter l'enfant à devenir le dragon qui va passer dans le tunnel. S'il y avait que le plateau, comme avant, il ne deviendrait pas dragon si facilement alors que là, il y a un tunnel, il y a une butte, ça voilà, ça va inviter, ça va susciter, ça va impulser, l'entrée de jeu, l'entrée en jeu de l'enfant. Heu, la troisième caractéristique qu'on a, c'est que dans tous les jeux, il y a une règle.
Alors bien évidemment, si on prend un jeu de ballon, foot, il y a des règles. Si on prend un jeu, de société dans la boîte, il y a la règle. Mais si on met, des dinettes, si on met, je ne sais pas, des vêtements, pour s'habiller différemment, je dis pas déguisement, mais de ce type-là, tout ça, le matériel, va faire que les enfants vont aussi avoir une règle. Quand ils jouent à la dinette, les enfants ont des règles. Les enfants, ils ont des règles qu'ils vont co-construire. Ils vont dire: «On dirait que tu es la maman et que tu vas» et cetera. Et quand on les écoute, quand on observe ces scénarios d'enfants qui jouent, en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une règle. Elle se construit, heu, ensemble, ils le décident ensemble et puis elle va évoluer au cours du jeu. Quelquefois, si cette règle, elle va permettre la continuité du jeu, elle va permettre aux enfants de continuer leur scénario, et cetera, et elle va leur donner un cadre, voilà, qui leur permet de jouer. Sans ce cadre, ils ne peuvent pas jouer, hein. Et d'ailleurs, on voit, parce que des enfants qui, dans des scénarios comme ça, on voit des enfants qui disent: «Moi je joue plus, tu triché». Des fois on se dit: «Mais ils ont triché de quoi?» Hein, il y avait pas de règle, mais voilà, si un enfant estime que la règle n'est pas respectée dans ce qui avait été, dit, dans le scénario et cetera, ou même si c'est, des petites choses, et ben, l'enfant va sortir du jeu et ne va plus rester. Donc la règle, elle est, nécessaire et elle est indispensable pour que les enfants soient en jeu. Là, pareil, en tant qu'adulte, si j'observe des enfants qui commencent à, je dirais, à se chamailler sur quelque chose, ben, mon rôle, c'est peut-être d'aller observer ce qui se passe, d'essayer de comprendre pourquoi le jeu ne tient pas et éventuellement de leur donner une petite idée pour continuer. Par exemple, des enfants qui jouent au foot et on en voit 3 qui partent parce qu'il y en a qui ont triché, c'est peut-être simplement parce qu'ils n'étaient pas, en accord sur, le tracé, du terrain, par exemple, ou des choses comme ça. Des fois, c'est des petites choses qui font que le jeu va s'arrêter. Et peut-être que nous, notre rôle adulte dans une cour d'école, c'est de faire en sorte que le jeu puisse continuer le plus longtemps possible, hein. Donc voilà, donc la règle qui va être un élément important. Le quatrième élément, c'est l'idée de gratuité. Il n'y a pas de conséquences sur la vie réelle quand je joue. Je peux tuer mon copain dans un jeu, il reviendra en classe avec moi après, quoi, hein. Je peux, taper ma poupée, parce qu'elle a été méchante, c'est pas pour autant que je suis, une enfant battue. Simplement, les enfants essayent des choses, tentent des choses dans le jeu qu'ils ne tenteraient pas et qu'ils ne feraient pas dans la vie réelle, hein. Et donc du coup, ça permet de tester des limites, de tester des choses pour l'enfant, hein, je parle, de tester des choses qu'on ne comprend pas bien ou de voir ce que ça donne quand je le fais. Voilà, c'est vraiment, le jeu et notamment le jeu libre, c'est un jeu d'expérience qui va être, unique pour l'enfant, où il va pouvoir, vraiment oser des choses. Et du coup, il va pouvoir, on en reparlera tout à l'heure, développer des compétences et aussi, utiliser des compétences qu'il a déjà, il va les tester et cetera, hein. Là, on voit 2 enfants avec des tubes en carton et puis un bouclier qui est le couvercle d'une poubelle en plastique mou, et là, ils font de la bagarre et ça se passe bien parce qu'ils sont dans le jeu et on peut se batailler dans le jeu. Par contre, on ne se tape pas dans la vie réelle. Voilà. Ça, les enfants font très, très bien la différence. Le dernier élément pour, le jeu, c'est qu'on ne connaît pas la fin, parce que si je connais la fin, je joue plus. Quand je suis enfant ou même quand je suis adulte, hein. Je vais prendre un exemple peut-être, qui va vous parler, si, quelqu'un me propose une partie de jeu d'échecs, et que cette personne est relativement forte et que moi je sais que je ne suis pas forte, je vais peut-être faire une partie, mais je ne réessayerai pas parce que je j'ai aucune chance de gagner contre lui. Donc, ça va pas me motiver, à jouer à ce jeu-là. Pour les enfants, c'est un petit peu pareil quand ils jouent avec, des adultes. Si l'adulte les fait tout le temps gagner, ça perd de l'intérêt. Par contre, si un coup ils perdent, un coup ils gagnent, un jeu de société par exemple, hein, et ben, ça les remotive et ils ont envie de recommencer parce qu'ils se disent: «Ah ben, cette fois-ci, je vais la battre» et donc ça laisse l'incertitude et cette incertitude, vraiment, c'est le moteur du jeu.
Le moteur du jeu, il existe de la même façon, quand les enfants jouent à la dinette, hein, quand tous les matins ou tous les midis sur un temps méridien, les mêmes petits enfants viennent, dans le coin dinette pour jouer. On pourrait se demander au bout de quelques jours s'ils s'ennuient pas et en fait non, ils ne s'ennuient pas parce qu'ils n'ont pas exploré toutes les fins possibles. Donc il y a encore des fins possibles, donc ils vont continuer à jouer et le jour où ils arrêteront de jouer, c'est qu'ils ont un peu exploré, tout ce qui était possible de faire et là, après, ils sont, je dirais, entre parenthèses, rassasiés et ils peuvent passer à autre chose. Voilà, donc le fait qu'on ne connaisse pas la fin, c'est vraiment, un élément qui invite à recommencer, cette expérience ludique. Alors le jeu libre, moi je pense qu'il y a des bénéfices, enfin je pense et puis j'ai pu voir, au travers des différentes recherches qu'on a fait, qu'il y a des bénéfices pour tout, hein. On a des bénéfices du côté des enfants, avec vraiment des enfants qui sont dans une détente quand ils rentrent en classe, notamment après un temps méridien. Et ça, c'est les enseignants qui nous le disent, qui disent, «Enfin, on peut travailler à 13h30 et on n'est plus dans la gestion des conflits de la cour de du temps méridien, enfin du moment du temps méridien». Parce qu'il y a eu du jeu, donc il y a eu moins de conflits, des enfants étaient occupés, et vraiment ils peuvent, se détendre et du coup, rentrer en classe sereinement. C'est aussi un lieu, les bénéfices, c'est aussi des lieux où les enfants vont prendre des risques. On en reparlera un petit peu plus loin, mais le risque, c'est quelque chose qu'on a besoin de tenter, savoir, jusqu'où je vais, utiliser ses compétences, voir si j'en ai des enfin, si je peux aller plus loin et cetera. Ça, c'est important pour les enfants. C'est un lieu, dans les bénéfices, on peut voir aussi la construction des relations sociales. Plus les enfants jouent et moins il y a de conflits, parce que dans le jeu, même si on pourrait imaginer qu'à un moment donné, il y a un petit peu de conflit, en fait, ça fait partie des relations sociales. Dans un jeu de dinette, il y en a une qui va être la chef de la dinette, une autre qui va suivre, un troisième qui négociera tout le temps et ça, voilà, ils vont le faire si les adultes n'interviennent pas. Ces relations sociales vont s'ajuster, ils font l'expérience de la relation sociale et peut-être qu'à un moment donné, quand plus personne voudra jouer avec la chef de la dinette parce qu'elle est trop pénible, et ben peut-être que ça va, la faire réfléchir parce qu'elle, elle a aussi envie de jouer, mais si les autres lui disent, «Il y en a marre, tu es toujours la chef», et ben elle va adapter, petit à petit sa position, hein. Dans le jeu, les enfants utilisent des compétences et ils en acquièrent de nouvelles. Donc ça, c'est intéressant de voir les enfants, utiliser des compétences qu'ils ont acquises, en famille ou au niveau scolaire et puis des choses qu'ils n'ont jamais fait en famille ou au niveau scolaire, mais qu'ils vont pouvoir faire, dans le jeu. Et du côté des adultes, nous, ce qu'on a pu voir, sur les recherches, notamment, sur la mise en place des boîtes à jouets dont je parlerai tout à l'heure, c'est que, les animateurs nous disaient: «Ben, en fait, ils se battent plus dans la cour, on n'a plus de conflits». Il y avait même des animateurs qui nous parlaient, d'un banc, le banc des punis qui n'était plus utilisé, quand il y avait de la boîte à jouets dans la cour. Ils disaient: «On n'a plus besoin, ils sont occupés et du coup, on n'a pas besoin d'intervenir». Donc ça, c'est, un des premiers résultats, et la cour Oasis offre aussi, des choses similaires, hein. Hem, donc on a aussi ce qu'on peut s'apercevoir aussi, c'est que comme les garçons ne sont plus au centre, ces 20 de garçons qui mobilisent la cour ne sont plus au centre et que l'espace réappartient, je dirais, un peu à tous les enfants. On a plus de mixité entre enfants. Mixité filles-garçons sur des jeux collectifs, mais qui vont être différents du foot, et mixité d'âge petit-grand, où on peut voir des mélanges qui se font au travers de jeux. Hein. Et du coup, quand on rentre dans une cour qui est oasis ou qui est boîte à jouer ou qui est les deux, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la cour est beaucoup plus. Il y a des cris d'enfants,
mais on a des cris, de jeu, on a des cris, joyeux, on a des cris voilà, on n'a plus, de cris d'adultes qui interpellent des enfants fortement parce qu'ils font des bêtises, quoi. Et donc du coup, ça donne un apaisement quand même, une ambiance, beaucoup plus apaisée dans la cour. Et ça contribue aussi au fait que quand les enfants retournent en classe, notamment à 13 heures, enfin après le temps méridien, on va avoir des enfants plus apaisés aussi au démarrage des cours. Voilà, donc la cour Oasis pour nous, elle donne vraiment, des réponses, à ces jeux d'enfants parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a une offre ludique qui est plus variée, hein. Se cacher, courir, grimper. On a aussi des endroits où on peut se poser seul pour, je dirais peut-être, rêvasser, ou pour se poser avec des amis, et ça, dans les cours traditionnels, on a 3 bancs en général qui sont, qui sont très espacés dans la cour et ces bancs ne permettent pas vraiment de s'asseoir dessus avec des amis parce que quand on est 4, si on se met sur un banc, entre la première et la quatrième, on ne peut pas se parler, on ne se voit pas, on est côte à côte. Et là, les espaces des cours Oasis redonne avec les estrades, avec des forums qui ont été construits. On redonne en fait aux enfants des possibilités d'avoir des lieux où on s'assoit pour discuter et où on se raconte sa vie. C'est aussi des lieux qui offrent de la manipulation avec du munch, avec de la terre, avec voilà, il y a d'autres matériaux dans la cour qui permettent de manipuler. Et puis, c'est aussi un lieu qui permet de s'exprimer. Notamment, moi, je vois régulièrement des enfants sur les estrades, qui sont construites. Il y en a pas mal dans toutes les cours où je vais. En ce moment, il y a un bout d'estrade quelque part ou le forum. Et ben, c'est l'endroit du forum ou l'endroit des estrades, moi, j'ai vu des gamins faire du théâtre à plusieurs. Ils font des théâtres, voilà. Ça leur donne en fait le droit, de faire du théâtre sur Paris, j'ai vu des enfants qui faisaient des chants. Voilà, ils chantent, ils dansent, c'est leur scène en fait, hein. Ça fait office de scène et du coup, ça leur permet de faire ça. Puis après, ils ont un public ou pas, hein. Mais c'est pas important en fait pour eux d'avoir un public ou pas. Ce qui est important, c'est de le faire. Voilà. Et puis la dernière chose, une des choses importantes, c'est que l'offre ludique d'une cour Oasis peut permettre la prise de risque. Alors, pas toutes les cours, sincèrement, j'ai vu des cours où il n'y avait pas, ça reste très, un peu conventionnel, mais il y a des cours où la prise de risque, elle est volontairement aussi mise en place, hein. Notamment sur une maternelle à Paris, ils ont fait des cabanes, mais dans les arbres. Donc il faut monter et pour descendre, il faut redescendre par l'escalier, enfin, il y a une espèce d'escalier ou alors par le tuyau de pompier, etc. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont mises en place et il y a des endroits aussi où il est autorisé de grimper aux arbres parce que les arbres le permettent, hein. Quand c'est un arbre fruitier, on ne l'autorise pas, mais quand c'est des arbres solides, anciens, qui sont là depuis longtemps, qui ont un certain âge, les enfants peuvent grimper dans les arbres. Donc ça, c'est les prises de risque que moi j'ai pu voir régulièrement. Donc voilà. Ah ben, là, c'est le toboggan, mais vous voyez, le toboggan, il a changé de forme, enfin pas de forme, on peut glisser, mais pour grimper, on va avoir dans cette photo et on peut se cacher, on peut grimper, on peut aller derrière pour remonter sur le toboggan. Donc voilà, ça offre plein de choses. Et puis l'idée de se poser seul ou avec des amis, j'ai cette photo de cette cabane, qui est à Strasbourg d'ailleurs et je trouve qu'elle est intéressante parce que je peux m'isoler et d'autres enfants vont courir autour de la cabane, mais moi je suis dans ma petite bulle là, je peux bouquiner, être tranquille. Mais j'ai vu aussi à d'autres moments des groupes d'enfants qui sont là, qui discutent entre eux, qui chahutent, mais qui surtout discutent entre eux quoi, refont le monde, enfin voilà, c'est, des endroits comme ça, c'est assez précieux pour les enfants. Ça change du banc qui était contre le mur, voilà, qu'on avait avant. La prise de risque, alors là, j'ai une photo avec, une gamine qui grimpe, dans un arbre, qui a accroché une sangle, pour faire tenir un pneu et le pneu sert un peu de balançoire, voilà.
Puis là, on a dans certaines, alors j'en ai pas vu, sur Strasbourg, mais ailleurs j'en ai vu la prise de risque qui est vraiment là pour inciter les enfants à bouger leur corps, mais aussi à s'essayer à cette prise de risque. C'est tous les murs d'escalade ou les murs de via ferrata, qu'on peut trouver maintenant dans les écoles et qui permettent aux enfants de s'essayer. Et pour certains, c'est vraiment un développement de compétences parce qu'ils ne savaient pas le faire ou ils n'avaient jamais eu l'occasion de le faire, hein. Alors, pour rester sur la prise de risque un petit peu, je vais, déjà dire, que le risque, ce n'est pas se mettre en danger. Et il faut déjà faire, enfin, j'insiste, un petit peu sur ce point parce que, souvent on me dit: «Oui, mais c'est dangereux». Pour moi, enfin pour tout le monde, hein, une prise de risque, ce n'est pas se mettre en danger. C'est-à-dire que quand un enfant prend des risques, il va y aller avec ce qu'il sait faire ou ce qu'il pense pouvoir faire. Un enfant normalement constitué, je dirais, hein, je mets à part des enfants, porteurs de problématiques particulières ou de handicap, mais je vais les mettre un petit peu à part, eux, où il faut peut-être les accompagner différemment. Mais un enfant, classique, je dirais, voilà, ne va pas se mettre en danger. Il va oser des choses, mais il va le faire avec ce qu'il se sent capable de faire. Donc la prise de risque n'est pas se mettre en danger. Par contre, quand les enfants arrivent à prendre ce risque, arrivent je sais pas, à traverser ce mur d'escalade ou à grimper, sur une corde, pour, monter à l'arbre et cetera, ça renforce l'estime de soi et les enfants sont c'est pas de la fierté qu'ils ont, mais ils sont contents pour eux-mêmes, quoi, hein, voilà. Ça renforce leurs compétences parce qu'il n'y a pas d'endroit dans la ville, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut, essayer des choses à risque parce que c'est la ville est plutôt, quelque chose des endroits un peu dangereux et tous les enfants n'habitent pas, dans des forêts où ils peuvent, tenter de prendre des risques, hein. Prendre des risques, ben, ça donne de la confiance. Si j'ai réussi à traverser le mur d'escalade et ben ou si j'ai réussi à faire la moitié, demain je ferai en entier, puis peut-être que demain je partirai de l'autre côté, peut-être et cetera, quoi, voilà. Vraiment, ça donne de la confiance, aux enfants et ça, c'est important. Pour les adultes, dans ces prises de risques, c'est pas quelque chose de facile à faire, hein, quand on est dans une cour d'école. Parce que, ben, on a une pression, hein, si je suis embauchée pour surveiller les enfants, ben, il ne faut pas que j'ai d'accident, et donc moi ce que je fais quand j'ai des animateurs en formation, je leur dis qu'il faut qu'ils observent vraiment, observer pour adapter le lieu et s'adapter à ce qui se passe. D'une part, il faut qu'ils connaissent bien la cour, et d'ailleurs dans les questions, qu'il y avait eu en amont, il y a quelqu'un qui souligne un accident qu'il y avait eu avec des poteaux, qui, étaient pointus et qui étaient plantés pour, certainement cerner une zone d'herbe, où des enfants sont tombés. Ben, peut-être que ces poteaux, ils étaient pas bienvenus à cet endroit-là ou peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne forme, hein. Mais si donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, moi je fais des diagnostics de cour avec eux, c'est-à-dire qu'on va dans la cour et on regarde tous les lieux, tous les objets qu'il y a dans la cour et cetera et puis on voit un petit peu qu'est-ce que l'enfant pourrait en faire, qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour voir après, si, il y a des interventions à faire en amont ou pas, quoi. Donc bien connaître sa cour, ça c'est la première chose. Et vraiment tenter, se dire: «Mais là, dans cet endroit-là, les enfants, ils vont faire quoi? Ils vont grimper, ils vont, se rouler par terre, ils vont, sauter à travers ce petit ravin». Enfin voilà, on essaye de voir qu'est-ce que les enfants peuvent faire, qu'est-ce que moi je leur dis toujours: «Qu'est-ce que vous auriez fait enfant?» Et puis voilà, à partir de là, on essaye de voir qu'est-ce qui va être dangereux et qu'est-ce qui va être de l'ordre de la prise de risque. C'est ça qu'il faut faire comme différence, hein. Et un autre truc que je dis toujours aux adultes, c'est faites confiance à l'enfant. Observez-le, ne soyez pas loin, regardez comment il se débrouille, mais n'intervenez pas trop tôt. Parce que soit l'enfant va voir qu'il n'a pas la capacité de faire ça à l'heure actuelle et il va faire marche arrière,
Et c'est le cas quand ils n'ont pas les compétences. Soit il va y aller et ça va marcher parce qu'il se sent compétent à ce moment-là. Donc moi je dis, c'est l'enfant qui d'abord sait quelles sont ses compétences et quelle est sa capacité à faire des choses ou pas. Donc je leur dis toujours, restez en arrière, pas loin pour intervenir, mais faites-lui confiance, il sait ce qu'il doit faire. Et puis, quand il y a risque, enfin, quand il y a des risques, dans l'observation, on s'assure que l'enfant a bien compris où était le risque pour lui. Et une fois qu'on le voit quand les enfants ont compris où était le risque. Je dirais, déjà tout petit dans les parcs, on peut voir des enfants il y a un petit muret, il y en a qui vont essayer de grimper, qui vont réussir et il y en a qui vont s'approcher, lever la jambe et puis ils vont faire marche arrière. Ils ne le font pas parce qu'ils ont compris que là, c'était pour eux trop difficile, enfin voilà, ils ne se sentent pas en confiance et ils vont pas le faire. Quand l'enfant a compris le risque, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que moi je peux dire aux animateurs. Euh, alors après, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait dans une cour oasis. Dans une cour oasis, qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu'une cour plate? Bah, dans un premier temps, la cour, elle va apporter des nouveautés, des choses qu'il n'y avait pas. Vous savez, il y a des feuilles qui vont tomber, là c'est bientôt l'automne. Il y a des fleurs qui vont faner, il y a des brindilles qu'on va trouver par terre. Il y a des parties où il y a que de la terre, enfin que de la terre. Normalement, c'est planté, mais il peut y avoir de la terre. Et donc, du coup, si on observe une cour oasis, on peut se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Comment je peux apporter un petit peu d'activité en fait aux enfants, hein. C'est ce qui se passe sur le temps méridien. Les animateurs essayent de trouver des idées. Et moi, je leur dis, bah, observez la cour, selon les saisons, vous allez trouver des activités. Alors, il y a par exemple faire du land art. Alors là, on peut le faire de toutes les formes et de toutes les façons. Euh, on peut ramasser des choses, les installer par terre, etc. Moi, des fois, je dis aux animateurs, mais n'attendez pas que les enfants le fassent. Commencez à faire quelque chose, ramassez des marrons ou des feuilles, commencez à faire un dessin par terre à un endroit de la cour et vous verrez, les enfants vont venir rapporter des choses et continuer ce dessin avec vous, quoi. Les enfants, ils aiment bien quand il y a quelque chose qui commence, ils aiment bien participer après. Après, on peut faire des activités aussi un peu plus dirigées. La palette de couleurs avec des petits, ça c'est vraiment intéressant parce qu'au début, quand on est dans l'herbe, ils vous disent bah, ici c'est tout vert. Ah bah oui, mais on va essayer de trouver du jaune. Et en fait, chaque enfant va partir et on colle au fur et à mesure sur la palette du peintre toutes les couleurs qu'on trouve dans la cour. Et en fait, on trouve plein de couleurs dans la cour et ça les surprend toujours de voir que toutes les couleurs qu'il peut y avoir dans une cour. Voilà. Après, alors la question de la terre, c'est une question qui revient souvent, hein, parce que qui dit terre dit gadou, qui dit gadou dit saleté dans l'école, etc. Néanmoins, effectivement, il va y avoir de la terre, notamment aux endroits où les enfants vont passer et repasser. Ça, c'est le problème un petit peu des cours où les enfants passent toujours au même endroit. Et ça fait un peu comme dans un poulailler à la campagne, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, il n'y a plus rien qui pousse à cet endroit-là. Ça, c'est une des, une des difficultés des cours Oasis. Alors, je sais que certaines écoles, ils alternent, c'est-à-dire qu'à des moments, il y a une barrière qui va se remettre ou des corps qui vont se remettre sur un endroit de la cour. Et là, on signifie aux enfants que la terre est au repos pour que ça repousse et qu'ils peuvent aller jouer ailleurs. Voilà, quand sur les grandes cours, on peut alterner des endroits où on ne va plus pour laisser reprendre la végétation. Mais sinon, il faut peut-être aussi installer des choses, c'est-à-dire, alors là, j'ai mis l'exemple d'une cuisine en bois qui a été faite dehors dans un endroit, mais on peut simplement avoir des grosses casseroles et tout ça, et puis les gamins, ils vont aussi vous faire une soupe aux cailloux, etc., quoi. Mais ça, c'est vraiment alors même si moi j'ai pu observer parce que quand je suis dans les cours, quand on est en recherche, les enfants, nous, on n'est pas les adultes qui interdisent des choses. Ils savent qu'on est en observation et moi j'ai vu des observations, où les adultes interdisent, mais les enfants ont toujours le moyen de le faire, hein.
J'ai vu des enfants fabriquer du sable un jour, et donc j'ai été voir comment ils fabriquaient du sable et en fait, ils déjointoyaient des pierres, ils prenaient le joint des pierres du mur, et ils grattaient, ils grattaient, ils grattaient. Ils récupéraient, toute cette poudre dans des petits, mouchoirs en papier et puis derrière un buisson, ils allaient faire un tas de sable et je vous promets qu'ils avaient un beau petit tas de sable, hein, mais c'était interdit de le faire, mais néanmoins ils le font et donc peut-être que plutôt que d'avoir des enfants qui, de fait, ont besoin de gratouiller, de fait, ont besoin de tripatouiller la terre et cetera, ben, prévoyons des endroits pour le faire, pour que, ça soit des endroits qu'on n'amène pas la terre dans l'école, par exemple et puis pour que ça ne détruise pas parce que là, sur l'exemple des joints de murs, en fait, ça détruit le mur, quoi. Donc il vaut peut-être mieux le prévoir, cette, histoire de patouiller à un endroit ou à plusieurs endroits, à voir selon la place, plutôt que d'interdire des zones où on peut patouiller. Voilà, parce que de toute manière, ils le feront. Donc ça, c'est les éléments, détachés et la terre, c'est ce qu'il va y avoir de nouveau dans la cour, hein. Vraiment, c'est, par rapport aux cours toutes bitumées, c'est vraiment les éléments nouveaux qu'on va trouver. Donc forcément, les enfants, ils vont explorer toutes ces nouveautés. Ça, on peut et tant mieux s'ils les explorent, hein. Hem, dans Toujours dans cette même idée, moi j'ai vu, on a fait avec des animateurs des villages on a commencé des villages de lutins dans des endroits de cours, dans des coins de murs ou au pied des arbres. Donc en fait, on ramasse tout ce qu'on trouve, on essaye de voir avec les enfants qu'ils n'arrachent pas de plantes et tout ça, mais qu'ils prennent ce qu'ils trouvent par terre. Des fois, on ramène aussi, des petits bouts de bois et autres de je sais ou du pas du papier parce que ça part vite, mais avec du matériel pédagogique qu'il y a dans l'école, on ramène des petites choses et puis on construit, des petits villages de lutins et ça après, ce qui est assez magique, c'est que les enfants les continuent tout seuls, ces villages de lutins. Après, il faut de temps en temps les redynamiser. Par exemple, moi j'ai vu une animatrice qui avait fait des petites lettres toutes petites, dans des petites enveloppes et elle écrivait aux enfants, elle a distribué ces petites lettres aux enfants et elle disait que c'était de la part des lutins et sur ces petites lettres, hop, il y avait, une idée de jeu et tout ça. Enfin voilà, il y avait elle relançait un petit peu la dynamique, de ces petits villages de lutins. Mais ça, les gamins aiment bien, hein. Du coup, ils patouillent, mais pas que, ils fabriquent des choses, ils se mettent d'accord, ils élaborent des scénarios, enfin voilà, il y a tout ce qui il y a le jeu est là, même s'il y a en plus de la fabrication, toute la question du jeu est là. Ensuite, dans les cours, on peut aussi apporter, d'autres matériaux. C'est par exemple, la boîte à jouets. Alors, quand je dis boîte à jouets, c'est, un dispositif qui est anglais, qui a été ramené en France par une association et simplement jouet, c'est pas ET à la fin, c'est boîte à jouets ER. Donc c'est une boîte pour jouer, hein et c'est pas des poupées et des voitures qu'il y a dedans. Et dedans, il y a des éléments, ce qu'on appelle nous des éléments détachés, c'est-à-dire qu'il y a des tuyaux, des tissus, des claviers, des téléphones, des roues, il y a du matériel. Et ce matériel est mis dans un endroit de la cour, dans un local de la cour, et les enfants vont pouvoir l'utiliser pour jouer avec. Alors, on peut avoir des boîtes à jouets qui sont dans des cours traditionnelles, bétonnées, mais on peut aussi avoir des boîtes à jouets qui vont être dans des cours Oasis. Là, par exemple, c'est une photo d'une école de maternelle où les enfants sont en train de jouer à la dinette avec des éléments de la boîte. Et là, c'est une école d'élémentaire où les enfants ont pris du matériel dans cette boîte et voilà, ils se font un scénario de quelque chose autour de je téléphone, je te réponds, je prends des rendez-vous. Je ne sais pas trop quel était le scénario à ce moment-là, mais voilà, ils s'installent, ils ont du matériel. On peut voir que dans les deux scènes, il y a des filles et des garçons, hein, il y a les deux. Dans ces matériaux je vais vous montrer encore quelques photos. On a
On a là, des plus grands qui ont construit une cabane, et cette cabane, c'était leur château. Voilà, c'était des chevaliers, c'était dans un château et dans cette cour même, il y avait une deuxième cabane qui était construite à l'opposé de la cour avec d'autres chevaliers et c'était l'occasion de jeux de bataille et de vols d'armes, enfin voilà, ça a duré assez longtemps ça. D'autres enfants vont faire des choses plus, assez simples, enfin simples. Non, ils essayent des choses. Là, ils avaient fait une espèce de chariot, ils le trimballaient, voilà, ils ont pris des tuyaux, ils ont un tuyau dans lequel ils ont fait comme avec des perles, voilà. Et puis, c'est l'occasion aussi, avec des matériaux comme ça, d'essayer. Quand je crie dans un tuyau, l'autre elle entend, je peux lui répondre et cetera. Et dans le fond de cette photo où il y a les 2 petites filles qui jouent avec le tuyau, on voit, il y a une autre scène de cabane, ou d'installation. Il y a une bassine, il y a des petites choses qui sont installées. Il y a d'autres enfants qui jouent, à un autre jeu. Heu, Ça, c'est encore une autre photo. Celle-là, elle m'a intéressée parce que les petites filles ont fait, c'était pas vraiment une balançoire, mais c'était un jeu elles tournaient autour de l'arbre, après elles revenaient, enfin voilà, elles se faisaient, des petites, mais il a fallu qu'elles accrochent et tout ça, enfin voilà, qu'elles accrochent la sangle, et après elles faisaient comme un manège, un petit peu. Heu, Avec des éléments détachés, alors, naturels ou pas, certains enfants peuvent aussi, jouer seuls et apprécier de jouer seuls. Il y a des enfants qui, ont besoin de ces moments de solitude, je dirais de pas ou en tout cas, pas de jeu collectif pour se ressourcer, hein. Et dans une cour classique, ben, il y a pas trop d'espace pour faire ça. Dans une cour oasis, on peut s'asseoir et rêvasser, on peut s'allonger dans certaines cours et on peut avoir même, des cabanes, il y a des endroits où il y a des cabanes en osier dans lesquelles je peux, aller m'asseoir et me réfugier un petit peu. Certains enfants ont vraiment besoin de ça. Après voilà, il y a des enfants qui ont besoin de bouger, hein, aussi, donc là, le tuyau est devenu une corde à sauter. Et puis la dernière photo là, c'est, un petit peu, une construction avec c'était des plus grands et des plus grandes, qui ont fait ça et leur idée, c'était de faire un canon qui allait lancer un projectile. Ils y sont arrivés, ils ont lancé une espèce de bout de mousse, au bout de, plusieurs jours d'essais en fait, hein, de trouver, comment ça pouvait fonctionner. Et là, c'était assez intéressant de les observer au jour le jour, de voir les essais qu'ils faisaient, les conseils qu'ils se donnaient. Et il y a même après, dans cette enquête, des papas qui disaient: «Oh là là, je lui ai fait des plans» parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment, il fallait, faire, pour projeter un bout de mousse. Enfin voilà, donc ça revenait même à la maison, avec cette idée d'arriver à propulser un truc, qui, était peut-être un obus dans leur tête, mais voilà. Heu, donc voilà, ça c'est d'autres objets, qu'on peut mettre. Ensuite, même si les cours oasis, elles apportent de la verdure et tout ça, moi je pense que dans les cours et pour l'avoir fait avec certains animateurs, on peut aussi faire des activités qui vont se mettre après dans la cour, qui vont compléter la cour. Des petits mobiles qu'on va mettre dans les arbres, alors ils vont être sonores ou ils vont être, comme les premiers là, les petits bois flottés vont se toucher, donc ça va faire des petits sons, mais ils peuvent être juste visuels, très colorés, ou comme la petite barrière qui a été faite là. Et ça, c'est des choses, des activités que les enfants vont aimer faire parce qu'ils embellissent eux-mêmes la cour et ça les intéresse de faire des choses qui va servir en fait, hein. Donc ça, il y a plein d'idées, possibles alors on utilise beaucoup des matériaux de récupération parce que souvent on me dit: «Oh, il y a pas beaucoup d'argent», voilà, mais si on prend de la laine que les parents nous donnent parce qu'ils en ont, à la maison, des bouts de laine, voilà, on arrive tout à fait à faire des jolies choses, sans forcément, acheter. Heu, une des activités que je peux voir partout, c'est l'existence alors il y a des existences d'espaces de jardin, partout. Heu, voilà, on peut se poser la question de l'entretien du jardin parce que souvent, c'est c'est une question compliquée, je trouve, le jardin, qui appartient souvent
plutôt du côté des enseignants. Et les animateurs nous disent, les animateurs des temps méridiens nous disent: «Ah oui, mais on n'a pas le droit d'aller dans le jardin». Voilà, donc je trouve que là, il y a du travail selon les écoles, il y a encore du travail de de discussion et d'entendement, pour, arriver à faire ces jardins. Mais en tout cas, quand il y a des jardins, c'est vrai que les enfants aiment bien prendre soin des plantes. Et prendre soin des plantes, c'est important parce que je pense que quand on prend soin d'une plante, on prend soin aussi de soi, de l'autre. Enfin, ça fait partie de ce qu'on aimerait que les enfants, fassent entre eux et que du coup, c'est des choses qu'ils vont pouvoir apprendre, hein. Heu, Se reposer et se retrouver avec les copains. Vous voyez les petites cabanes là que je disais tout à l'heure où des enfants tout seuls peuvent s'installer et puis, rester un peu tranquilles. Pareil, il y a des endroits où, je trouve qu'il manque de couverture, de vieilles couvertures, voilà, tout bêtement, pour que des enfants puissent mettre une couverture sur du munch ou sur de l'herbe et puis s'allonger, pendant, 1/4 d'heure, 20 minutes, avec un livre ou pas d'ailleurs. Et ça pourrait être un plus sur le temps méridien, ça pourrait être un plus pour certains enfants. On se met à l'ombre d'un arbre, on rêvasse un peu et après je peux repartir travailler parce que je me suis, relaxée, hein. Pareil, certains enfants ont besoin de ça. Heu, dans une cour oasis, on peut toujours bouger, hein, je rassure tout le monde, il y a toujours un plateau de sport qui existe dans toutes les cours que j'ai pu voir. Il y a le plateau de sport et il y a les lignes pour faire la course des 50 mètres. Ça, elles existent toujours. Donc ça va être plutôt utilisé du côté scolaire parce qu'il y a le sport et puis il y a, dans le programme, il est prévu que les enfants apprennent un certain nombre de choses et puis du coup, au moment des temps méridiens, ben, on peut utiliser ces plateaux-là pour jouer, ben, au foot, oui, mais aussi à d'autres jeux, hein, des jeux que les enfants connaissent pas, des jeux comme le Foursquare Game, qui est un jeu canadien qui est vraiment bien, un jeu québécois qui est vraiment bien, que on peut apprendre facilement, et cetera. Des Shifumi Cabane, et cetera. Donc les animateurs peuvent aussi apporter, d'autres, nouveautés dans les jeux collectifs, dans les jeux sportifs, parce que dans ces jeux-là, on va courir, on va bouger, on va sauter, et cetera. Mais, ces jeux-là, comme c'est pas du foot en fait, ça invite aussi bien petits, grands et filles et garçons et ça, c'est intéressant. On va pouvoir aussi, apporter des choses pour que les enfants jouent individuellement aussi. Par exemple, j'ai mis cet exemple-là, il peut y en avoir d'autres, hein, je ne connais pas, enfin peut-être qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas, mais tout ce qui est matériel de cirque, avoir une caisse de diabolo, bâton du diable, assiette chinoise, et cetera, qu'on va mettre à disposition des enfants. Et ben, ça va permettre à des enfants de bouger, de manière peut-être moins forte que sur un jeu collectif, mais quand même de faire de l'exercice, je dirais, d'avoir une attention sur un objet, de travailler sa motricité, de la coordination des gestes et tout le matériel de cirque, c'est quelque chose qu'on a, je trouve aujourd'hui un peu oublié alors que c'est assez facile à prendre en main et pour les animateurs et pour les enfants et que, voilà, ça permet à des enfants, de trouver une occupation qui va les intéresser. Et puis après, des jeux qu'on voit pas aussi beaucoup dans les cours d'école, je trouve, c'est des molki ou des cubes. Alors je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais le molki, je pense que tout le monde connaît. Cube, c'est un jeu où on joue par équipe et c'est des jeux en bois et il y a un roi qui est au milieu, d'un carré et il faut, d'abord, faire tomber les soldats avant de faire tomber le roi. La tour de Froebel, c'est un jeu coopératif où on va empiler une tour en bois, mais on a chacun une ficelle et il faut qu'on arrive à se coordonner tous ensemble pour, monter cette tour. Et puis la détente qui est un jeu, de pétanque, mais avec des dés spéciaux qu'on appelle des kaboules et qui permettent de jouer et de jouer à une sorte de pétanque. Je dis une sorte, voilà, mais du coup, c'est des jeux qui sont intéressants parce que comme les enfants ne les connaissent pas, souvent, pour certains, ben, du coup, ça les incite à essayer, et c'est des jeux qui sont assez, joyeux et assez, enfin, moi, j'ai vu sur des molkis qu'il y avait, dans des cours d'école, les molkis sortent à chaque récréation
parce que la cour Oasis a toujours un espace pour ces jeux-là. Par exemple, dans une cour bétonnée, en fait, tous ces jeux qui sont en bois, avaient disparu parce qu'ils s'abîment très vite, sur le béton. Mais par contre, comme on a du munch, des espaces d'herbe et cetera dans les cours Oasis, ça n'abîme plus ces jeux et donc on peut déterminer avec les enfants l'endroit où il va y avoir ce type de jeu. Voilà, ouais, ah oui, j'ai mis une photo de la détanque, le CD un peu particulier et le cube. Le roi, c'est celui qui est qui est au fond avec sa couleur rouge. Dans une cour oasis, surtout, en fait, dans un premier temps. Excusez-moi Véronique, j'en profite là, vous parlez de la détanque. Est-ce que vous pouvez nous Ouais, expliquer ce que c'est? oui, c'est un jeu, c'est comme la pétanque, mais avec des dés. En fait, on a un cochonnet, qui est un petit dé qu'on va lancer et sur les faces, il y a des choses décrites. Donc, par exemple, on va jouer tous, en lançant, alors c'est pas des boules, mais c'est des caboules, on va les lancer avec les 2 mains ou alors on va jouer sur un pied ou alors enfin voilà. Donc le cochonnet donne des indications et après on est par équipe et il y a les rouges et les verts et on va lancer. Il faut se rapprocher du cochonnet avec sa boule, son dé. On le lance comme à la pétanque, mais sur certains, donc ça donne des points qu'à la fin on comptera, les équipes compteront les points qu'ils ont, mais ça peut donner aussi des indications, c'est-à-dire que il peut y avoir une indication qui dit que on inverse les points, c'est-à-dire que l'équipe rouge, elle va prendre les points des bleus, des verts, etc. Ou alors ça donne aussi une indication de jouer. L'équipe adverse va devoir jouer sur un pied. Ou alors, enfin voilà, il y a plein de petits trucs et les enfants aiment bien, puis les adultes aussi, hein. Voilà. Donc ça s'appelle la détanque et c'est un jeu français pour le coup. Heu, mais si vous faites, après si vous allez sur, internet que vous faites détanque, vous verrez des parties de jeux, qui sont très sympas. Heu, donc voilà, donc c'est un jeu d'équipe en fait qui va amener la détente, elle va amener comme le molki et des filles et des garçons à jouer et des petits et des grands à jouer. Parce qu'il y a pas ce problème de compétence comme on peut avoir au foot. Si je cours pas vite au foot, j'y vais pas. Voilà. Là, je suis sur un jeu de lancer, il y a plus de chances que enfin tout le monde peut jouer. Dans une cour oasis, moi, je dis toujours, faut les laisser jouer librement. Faut pas trop mettre de règles et d'interdictions et de choses au départ. Par contre, les enfants vont aller partout, partout. Au départ, il y a une exploration qui va être intense parce que pour les enfants, ça va être nouveau. Donc il faut qu'ils testent tout, il faut qu'ils essayent tout. Donc là, il faut, que vraiment l'équipe soit elle aussi partout. Hein, moi, je dis toujours, dans un plateau, on pouvait être près de la porte, éventuellement avec son café, à surveiller la cour. Aujourd'hui, dans une cour oasis, c'est impossible d'être comme ça. Donc les adultes, il faut qu'ils se répartissent dans la cour, parce qu'il y a des endroits qu'on ne voit pas, selon comment on est placé dans la cour et donc il faut se répartir dans la cour et se déplacer dans la cour. Hem Donc la première période, du côté des enfants, ça va être une exploration vraiment intense. Ils vont aller partout. Et puis après ça va se calmer un peu. On va retrouver des enfants, ils auront fait le tour, ils auront couru, ils vont se poser pour faire d'autres choses. Mais en tout cas, ce que ça va permettre, cette cour oasis, c'est ça va permettre à chaque enfant d'aller vers ce qu'il aime le plus. Il y a des enfants qui vont se poser pour discuter avec leurs copains pendant que d'autres vont jouer au ballon. Et là, il y a, je dirais, dans les cours Oasis, il y a des propositions pour tous les caractères d'enfants et tous les états des enfants. Des fois, on est fatigué, des fois, on l'est pas, des fois, voilà. Alors qu'avant, dans ce grand plateau vide, il y avait ceux qui couraient, puis il y avait les autres autour et il y avait peu de façons différentes de faire. Donc, on a dans ces cours-là, ces cours traditionnels, beaucoup d'enfants qui sont en attente que ça se finisse pour rentrer en classe, clairement. Alors que là, on va trouver, une occupation. Ah bah, j'avais
pardon, voilà, on est presque on est à la fin. Par contre, je sais pas, j'ai peut-être été trop vite, mais en tout cas, je peux, répondre à plein de questions. Je finis juste, les dernières choses et puis après, comme ça, je vous verrai, puis je pourrai répondre. Donc ce qu'il faut retenir pour moi, hein, dans cette idée de cours Oasis, c'est déjà on les laisse jouer. Il faut être présent, être auprès d'eux pour les accompagner au mieux, pour soutenir leur jeu, mais il faut les laisser jouer. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on dirige le jeu, hein. Ça, c'est souvent une fausse idée qu'on a de vouloir animer les enfants. Des fois, il y a des groupes qui vont le demander. Tu joues avec nous. Tu joues avec nous, on joue au ballon. Ben oui, pourquoi pas, je vais peut-être y aller. Il y a des fois, ils vont rien demander et l'animateur arrive avec un ballon et puis il dit: «Allez, hop, le groupe, on joue à ça». Moi, je dis: «Laissez-les jouer, mais nourrissez la cour». Par contre, il faut qu'il y ait des choses dans cette cour et j'ai pu voir, il y a pas si longtemps dans une cour Oasis où en fait, il y a des buts et tout ça, mais il y a rien d'autre dans la cour. Et ben, je dirais que la cour Oasis, peut-être toute seule, elle suffit pas à elle-même, parce que les enfants ont plein d'interdictions. Pas le droit d'enlever le munch de là où il est, donc je peux pas le transporter. Pas le droit, de marcher sur les buttes, de courir sur les buttes parce qu'elles sont glissantes, parce qu'il y a de la boue et que ça salit et qu'on peut tomber. Pas le droit de prendre, j'ai vu l'autre jour, pas le droit de prendre le tunnel parce qu'en fait, il y a de l'eau en dessous et du coup, ça fait de la boue et du coup, ça salit les classes. Et au final, il y avait une animatrice qui me disait, ben, au final, avant, on avait une grande cour, et puis aujourd'hui, on a une cour il y a plein de choses dedans, mais en fait, on n'a pas le droit, enfin, les enfants ne peuvent pas y aller. Et en fait, ben, du coup, on a moins de place. Voilà, donc ça peut être, selon comment c'est fait, ça peut être aussi problématique, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, peut-être qu'il faut organiser des endroits où on peut patouiller, jouer, voilà, sans ramener et s'assurer qu'on ne ramènera pas de la boue dans la cour. Euh, j'ai vu des installations dans une cour là où ils avaient remis des brosses, c'est des grosses brosses, ça ressemble à des balais, mais qu'on met à l'envers, qu'on fixe en biais le long d'un mur et on peut aller se brosser les chaussures avant de rentrer en classe, par exemple. Donc on enlève la boue qu'il y a après les chaussures, par exemple, hein. Donc ça, il faut enfin, il faut réfléchir à ça. Soutenir le jeu, ça c'est un élément important. Souvent, on intervient quand on est adulte, quand le jeu se passe mal, mais on ne félicite pas les enfants et on n'encourage pas leurs enfants quand ils font des choses sympas. Donc moi, je dis toujours aux animateurs, allez-y, dites-leur que c'est bien. Et pas juste c'est bien ce que tu fais, mais décrivez l'action qu'ils sont en train de faire. Dites que vous êtes impressionné par sa capacité à grimper ou etc. Enfin, voilà, soutenir le jeu, c'est être passer près des enfants et les féliciter ou les encourager, hein. Et puis, favoriser la collaboration entre les enfants. Pour moi, ça passe aussi par organiser des moments où on va se mettre d'accord ensemble et pas se mettre d'accord où l'animateur, il sait déjà ce qu'il veut comme interdit, mais c'est laisser les enfants construire des règles, les laisser tester ces règles et puis après, elles se réajustent. Si on fait des conseils d'enfants toutes les semaines ou tous les 15 jours, on peut à chaque fois réajuster ce qui avait été proposé parce que les enfants eux-mêmes verront que ben ça, on avait dit ça, mais ça marche pas. Ok, alors ça marche pas, comment est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Et quand les enfants construisent eux-mêmes les règles de cours, ben en fait, on n'a plus de transgression d'interdits parce qu'ils les ont construits, discutés, remodifiés parce que c'était nécessaire, etc. Et du coup, il y a plus cette transgression vis-à-vis de l'adulte. Et ben, ça contribue aussi à l'apaisement de cette cour de récréation, hein. Parce que aussi, quand c'est co-construit, ce sont les enfants entre eux qui se redisent: «Non mais ça, si tu fais ça, ça va pas aller». Ils se le redisent entre eux. Donc du coup, ils se le réexpriment entre eux avec leurs mots à eux et voilà. Alors mettre en place des conseils d'enfants, c'est pas toujours, simple, hein. Il y a des façons de le faire, il y a des choses à respecter, mais ça peut se faire, hein, ça peut se faire.
Moi, j'ai vu des endroits où tous les lundis midi, les enfants se réunissent. Donc, ils sont 90 dans cette école primaire. Ils se réunissent tous ensemble dans la salle de sport. Et il y a deux enfants qui animent ce conseil d'enfants à partir de ce qui a été écrit dans la semaine dans le cahier. Voilà, des choses qui ont été écrites dans le cahier, qui ont été écrites et identifié, c'est-à-dire que quand j'écris quelque chose dans le cahier du conseil, je dois mettre mon nom, j'ai pas le droit, c'est pas anonyme. Et donc à partir de là, les enfants règlent des problèmes et c'est une école qui fait ça depuis 5 ans et ça marche super bien. Par contre, ils ont, c'est midi 20 conseil d'enfants. Après il y a ça s'arrête quel que soit le si même si on n'a pas fini de débattre de tous les sujets, parce qu'il y a la cantine derrière et cetera. Mais c'est vraiment quelque chose, quand on voit les enfants, la co-construction qu'ils ont de leurs règles, c'est assez fantastique. Voilà, mais ça s'improvise pas. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Voilà ce qu'il faut retenir. Et puis, donc après, j'ai mis quelques références rapidement. Une autrice comme Edith Marvé-Jules, qui elle travaille depuis 20 ans sur les cours de récréation. Voilà, elle travaille sur l'égalité filles-garçons et l'égalité, enfin voilà, sur cette égalité. Elle est géographe au départ et c'est vraiment assez fantastique tout ce qu'elle a pu voir dans les écoles. Il y a la boîte à jouets, donc l'association Jouer pour vivre qui installe des boîtes à jouets dans les cours d'école et qui forme les animateurs à l'utilisation de cette boîte à jouets. Et puis après, je vous ai mis 3 films que vous retrouverez sur le CAUE de Paris. 3 films intéressants, pas très longs, mais super intéressants parce que on parle du risque, on parle du jeu et des conditions de jeu, et puis de bouger dans la cour de récréation. Et vraiment, c'est des paroles d'experts, c'est vraiment bien fait. Ça vous apportera aussi des compléments sur ce que j'ai pu vous dire. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup et je reste là et je suis à votre disposition pour, qu'on puisse échanger. Ouais, Alors, il j'ai nous dit actuellement une école à Strasbourg, dont il n'a plus le nom, a un retour positif sur la réintroduction des chaussons dans l'établissement d'élémentaire, comme en maternelle. ouais, Des meubles sont à disposition des enfants dans l'entrée du bâtiment. Leurs chaussons et chaussures sont stockés. Ce dispositif permet d'éviter également les inégalités sur l'équipement. En hiver, certains enfants sont mal équipés. Ils peuvent avoir des chaussures où leurs pieds restent froids ou mouillés. C'est ouais, pourquoi deux autres écoles, accompagnées par le dispositif Oasis actuellement, souhaitent mettre en place ce dispositif. ouais. Oui. Ça, je suis assez d'accord. Après, moi, je suis complètement d'accord, hein. J'ai même vu une école maternelle, ils ont acheté les combinaisons, pour les petits, qui se Mm. mettent au-dessus du vêtement et au-dessus de l'anorak avec 2 bretelles, des combinaisons plastifiées et les gamins mettent ça et mettent des bottes et les combinaisons, c'est l'école qui les a achetées, au fur et à mesure des années. Elle en a acheté tous les ans quelques-unes et maintenant elle a son stock et puis, cette école, ils ont récupéré des bottes en caoutchouc. C'est-à-dire que maintenant, ils ont toutes les tailles pour une classe. Ils ont toutes les tailles de bottes que les parents ont bien voulu laisser ou n'avaient pas envie de garder. Et donc voilà. Et donc les enfants, quand ils vont dehors, ils peuvent mettre une paire de bottes. Et les petits, en tout cas, mettent les combinaisons plastiques. Enfin, les combinaisons. Oui, ça doit être. C'est pas du plastique, mais c'est enfin comme les imperméables en fait, hein. Et mais par contre, dans cette école, les enfants sortent pas un quart d'heure parce que déjà quand il faut habiller tous les maternelles, voilà, eux ils vont rester la matinée dehors ou ils vont rester 1 heure et demie dehors. Donc en fait voilà, c'est un autre là c'est d'autres choix des enseignants, hein, de rester longtemps dehors pour explorer en fait, hein, pour explorer. Mm. C'était juste pour ajouter que ça, ça a réglé le problème de saleté des Ben oui, chaussures aussi des enfants. Et du coup, ça favorisait en fait plutôt bah, la mise à disposition de zones avec de la terre ou différentes matières, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, où il y avait une difficulté où ça pouvait salir les bâtiments. Et du coup, ils étaient beaucoup plus favorables effectivement sur ce système-là, parce qu'après le système d'équipement des bottes, bah, souvent, donc là, c'est plus problématique. Dans certaines écoles, ils peuvent pas demander aux parents, mm, effectivement, d'acheter des bottes.
Voilà. Mm, mm. Et il n'y a pas forcément le budget pour l'école. Et le chausson, effectivement, est assez facile à trouver. Pour le coup, ils arrivent à avoir une réponse positive de tous les parents, peu importe leur capacité de revenu, en fait. Voilà. Ouais, Donc, ça permettait effectivement de favoriser ce jeu de l'extérieur mm. dans, dans différentes matières. Mais en fait, là, l'instit qui a fait les combinaisons et les bottes, en fait, ça a été plusieurs années, je dirais, entre guillemets, de récupération. Au fur et à mesure des années, elle a acheté les combinaisons, ça, elle ne pouvait pas les récupérer, mais toutes les bottes, elle les a récupérées d'année en année. Et elle me disait qu'au bout de, je sais pas, 3, 4 ans, elle avait tout ce qu'il fallait pour les enfants. Et du coup, elle ne demande plus de bottes aux parents, en fait. Vous voyez ce que je veux. Enfin, voilà, mais ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce projet-là sur Ouais, un long terme, hmm. quoi. Ouais, ouais. Mais oui, les chaussons, ça résout. Et puis, les chaussons, c'est bien quand on a les pieds chauds à l'école, dans la classe. Enfin, c'est plutôt sympa, les chaussons, je pense. Mais bon, il faut. En Les tout cas, retours sont aussi positifs pour les enfants, ouais, apparemment. tout à fait. Voilà. Ouais, ouais, c'est plus agréable d'avoir ces chaussons que des baskets qui font un peu mal aux pieds. Ouais. Merci, merci beaucoup, Emeline, pour cette présentation très intéressante et voir comment l'utilisation des cours peut être complémentaire à tout ce qui est principe de jeu libre. Et vous avez souligné aussi cet aspect, il y a l'aspect structurel, en fait, d'avoir à la fois l'équipement, mais aussi les objets, les articles, les éléments. Qui m'amène à ma question peut-être autour de, est-ce que dans vos travaux, vous évoquez les affordances, en fait, cette notion de ce que les éléments et leur diversité apportent au jeu. Enfin, on voit cette pratique effectivement avec la boîte à jouer, ce qu'on appelle aussi les jeux polyvalents, les objets polyvalents au Québec, et en quoi ça initie des jeux créatifs, des jeux où les enfants sont engagés plus longtemps, etc. Puis je voulais savoir si vous avez travaillé un peu derrière ces théories ou ces raisons pourquoi ça marche comme ça. Alors, quand on a fait quand la première boîte alors oui, on a théorisé, enfin théorisé. La première boîte à jouer qui est arrivée en France, j'ai fait partie de l'équipe de chercheurs qui a passé 1 an dans la cour d'école pour voir ce qui se passait dans la cour d'école avant la boîte à jouer et après voir avec la boîte à jouer qu'est-ce qui se passait. En fait, ce qui marche bien, et c'est pour ça qu'il ne faut pas des jouets ET, mais il faut des objets pour jouer, c'est qu'en fait, ça met tous les enfants à égalité. Personne n'est compétent avec un truc ou avec un autre. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc, en fait, il y a pas cette. Si je mets des Legos, il y a des gamins qui savent construire, d'autres pas. Si je mets des tuyaux, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Chacun va avoir une idée. Et donc, chacun est compétent pour utiliser les tuyaux, les empiler, les assembler, etc. Et donc, cette première. Ça met tout le monde au même niveau et ça, c'est intéressant pour les enfants. Et du coup, il y a plus aussi je dirais, de curiosité entre enfants parce qu'il y en a un qui fait ça, ah, tu as fait ça comme ça, et puis moi je fais ça comme ça. Enfin voilà, du coup, il y a de la collaboration entre enfants beaucoup plus rapidement. Et tous les éléments détachés, ça va apporter. Enfin, les affordances vont apporter ça en fait. Les enfants, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête et ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Donc ça va être un élément, ouais, ça va être bien. Après, qu'est-ce qu'on avait dans nos conclusions un petit peu du rapport. Il y avait l'histoire aussi qui est importante, là j'en ai pas parlé, mais c'est que ces objets-là appartiennent à celui qui les détient. C'est-à-dire que si j'ai ça à un moment donné autour de moi et que j'en fais quelque chose, on n'obligera pas l'enfant à partager avec un autre qui le veut. Par contre, celui qui ne l'a pas aujourd'hui l'aura peut-être tout à l'heure ou demain. Donc, il y a une espèce d'accord comme ça dans la cour. C'est celui qui a l'objet qui va le garder et l'adulte ne demande pas de partager. C'est un peu pareil si on prend, je ne sais pas, si dans une cour oasis, vous mettez des casseroles et tout ça pour patouiller de la terre et tout. Ben, moi, je dis aux adultes, la petite fille, elle a 2 casseroles. Ben oui, elle a 2 casseroles. Et ils disent oui, mais l'autre, elle n'en a pas. Ben, moi, je dis, laisse-les faire. Elles vont trouver un accord. Soit elles vont trouver un jeu qui les rassemble, soit à un moment donné, il y en a une qui. Enfin, voilà, mais ça va. Ils savent s'organiser, les enfants, entre eux. Et souvent,
dans ces histoires d'objets, il faut pas, enfin, ça marche bien si les adultes n'interviennent pas trop. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, ça marche bien si on est un peu en retrait. On a souvent, les animateurs ont tendance à tout de suite aller partager celui qu'on a beaucoup pour en donner à l'autre, parce que c'est plus gentil d'en donner à l'autre, mais en fait, ça résout pas. Ça donne des jalousies, ça donne des conflits, alors que si on les laisse faire, ils vont trouver des accords entre eux. Ouais. Merci. Est-ce que c'est l'objet d'un article que vous avez publié? Je Il pourrais y a aller eu chercher aussi. il y a eu un rapport de publié. C'est le laboratoire Experis qui a fait ce. Expéditionnaire, oui, Ouais, ouais, très bien, ok. voilà. Et puis la dernière chose que je voulais voir, c'était en fait ce que vous avez souligné aussi, c'était cet aspect très culturel. Vous avez cité un peu ce qui se passe en Amérique du Nord, mais aussi cette notion de boîte à jouer et puis de laisser l'enfant prendre des risques, etc. On voit que tout seul, si on est la seule professionnel qui est en train de le permettre, ben, ça peut être compliqué vis-à-vis d'autres professionnels, voir la direction, voir les parents, etc. Donc, c'est vraiment des jeux qui se mettent en place aussi puisqu'ils sont acceptés, ils font partie d'un projet plus global, plus social, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant dans les travaux que vous avez faits. Ouais, que ce soit là, je fais des formations pour les cours Oasis parce que effectivement, les cours Oasis, les animateurs se sont retrouvés un petit peu du jour au lendemain dans ces cours, mais ils ont eu la même pratique qu'avant. C'est-à-dire, il y a des interdits, on fait pas ça, enfin voilà. Et du coup, ça marche pas. Enfin, ça fait autant de conflits, etc. Et là, dans les équipes que j'ai pu déjà voir et former, on voit les changements de posture, mais effectivement, il ne peut pas y avoir qu'un tout seul qui décide de laisser faire. Il faut qu'il y ait un accord de l'équipe, il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus. On laisse faire quoi, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, qu'est-ce que ça m'apporte à moi comme adulte, et c'est seulement après qu'on va pouvoir mettre en place. Ouais. Ouais, ça peut pas, tout seul, on peut pas y arriver. C'est un truc d'équipe, hein. Et je dirais, d'accord aussi, la difficulté des cours Oasis, c'est il y a le temps scolaire et il y a le temps méridien. Donc, il y a la directrice d'école ou le directeur d'école avec ses enseignants et il y a le directeur du périscolaire avec ses animateurs. À quel moment ça doit être tout pareil ou à quel moment on peut accepter que les choses soient différentes dans ces deux temps-là, dans le même lieu avec les mêmes enfants? Ça, c'est une vraie question aussi et c'est une question qui doit être mise en débat entre les deux. Moi, mon point de vue, et pour l'avoir vu, c'est qu'il y a des choses interdites à l'école, ça les regarde, et sur le temps méridien, qui est un temps long chez les enfants, hein, c'est 1 heure et demie quand même, on peut avoir d'autres règles et que les enfants, ils le connaissent. Dans une des enquêtes que j'avais fait, il y avait une petite fille qui disait à la petite récré, ben, de toute manière, à la petite récré, ça dure pas longtemps, on s'ennuie, mais ça dure pas longtemps. Mais à la grande récré, donc elle parlait du temps méridien, c'est bien parce qu'on peut faire ça, ça, ça avec mes copines, etc. Voilà. Et donc les enfants savent, à la petite récré, ils ne feraient pas ce qu'ils font au temps méridien, à la grande récré. Ils le savent. Donc, osons des choses sur le temps méridien, qui est un temps long pour les enfants. Oui, mais je suis enseignante, mais on n'a pas encore eu la cour Oasis, ce sera fait cet été. Donc le retour n'est pas possible pour le moment. Mais merci en tout cas d'avoir proposé cette formation. Ce que je pourrais dire, c'est que si la cour n'est pas encore faite, ça peut être bien, je dirais, c'est pas d'anticiper, mais d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour voir aussi, vous, comment vous allez la prendre en main, cette cour, avec les difficultés qu'on disait, la boue, les endroits où c'est. Enfin, il y a des choses qu'il va falloir non pas anticiper, mais il faut savoir que c'est chouette, c'est vraiment chouette pour les enfants. Après, ça sera d'autant plus chouette si, avec les enfants ou les adultes, on arrive à, voilà, les laisser faire des choses, à amener peut-être du matériel, voilà, je pense que je trouve que c'est intéressant que vous soyez à la formation et que vous puissiez, voilà, si ça a suscité des petits questionnements. Moi, j'en suis ravie parce que ça peut être déroutant, cette cour Oasis, hein. Ça peut être déroutant. Bon, on a eu de la chance de visiter déjà des cours d'école végétalisés et de discuter avec les équipes. Ouais. Et Ça dépend
Ça dépend comment on envisage que le groupe d'enfants puisse s'approprier ces espaces ou pas. Parce que je vous dis, quand des enfants sont cachés dans la cabane ou dans un tunnel ou des choses comme ça, en fait, il faut que les adultes, il faut vraiment beaucoup se déplacer dans les cours pour voir un peu, avoir l'œil partout. Et c'est pas la même façon je dirais, entre guillemets, de surveiller une cour, quoi. Hein. On voit pas tout ce qui se passe, quoi, dans une cour oasis. Hein. Si on se déplace pas, si on marche pas, si on va pas à droite, à gauche, au fond, on revient, on contourne la butte, voilà, parce qu'il se passe plein de choses en fait à l'abri des regards. Après, c'est chouette. Enfin, il se passe c'est vraiment chouette ce qui se passe. Hein. Du côté des enfants, c'est vraiment chouette. Hein. Mais voilà. Enfin voilà, c'est pas. Moi, je trouve que c'est chouette, mais c'est quand même par rapport à la cour traditionnelle, ça peut être une contrainte pour les enseignants. Ça, je l'entends bien. Bah écoutez, on va voir, ça va se Eh construire. ben ouais. J'espère que vous participez et que vous avez l'occasion de participer à. Les plans sont faits ou vous êtes encore en Ah bah ça négociation? vient juste, c'est tout frais. Là, on a travaillé toute une année et on a eu la semaine dernière le résultat Super, ouais. à venir. Ouais, Ah, ouais, on a pu participer avec les élèves aussi et les parents ah. d'élèves. Alors ça, c'est la meilleure chose, c'est quand tout le monde participe et donne son avis, c'est très très bien ça. Il y a des endroits où il n'y a pas eu ça et on voit que ça marche moins bien derrière, quoi. Donc Enfin pas de découvrir, mais à la rentrée, notre cours végétalisé qui est encore en cours de conception. Enfin, en cours de conception, on a juste la base, quoi, parce que y a encore plein de structures qui doivent être rajoutées. Et on a un espace dans la cour dédié aux jeux sportifs et autres. Et cette semaine, on a réintroduit la balle. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que du coup, il y a énormément d'enfants qui se retrouvent dans une zone qui est assez restreinte. Et on essaie de trouver des solutions pour que les enfants puissent jouer. Donc, on a mis en place un roulement selon le niveau de classe. On a un service civique qui chapeaute un peu la chose, mais on n'a pas trouvé voilà, de solution idéale. Pour l'instant, ça reste encore un peu assez ouais. compliqué comme utilisation. Donc, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Ben, si, en fait, moi je dis toujours, il faut nourrir la cour. Donc, vous avez réintroduit la balle, mais peut-être il faut réintroduire d'autres choses en parallèle où les enfants, il y a les jeux de ballon, donc il y a l'espace pour les jeux de ballon, mais pour faire d'autres choses ailleurs, quoi. Est-ce qu'il y a un préau où je peux m'asseoir pour prendre un bouquin quand je suis en récréation, par exemple? Et s'il n'y a pas d'assises, qu'est-ce que je pourrais avoir pour m'asseoir? Ça peut être des choses que vous pouvez remettre, je ne sais pas, vous pouvez aller voir sur internet, vous trouverez des trucs à fabriquer qui s'appellent des pnoufs. C'est des pneus, on en fait des poufs, mais pas des pneus de voiture, des pneus de scooter avec lesquels on bricole un peu et on en fait des poufs. Et les enfants les ont sous les préaux, ils peuvent s'asseoir à plusieurs pour discuter, ils peuvent s'asseoir tout seuls pour bouquiner. Voilà, il y a la balle, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être à côté. Moi, j'aime bien mettre des caisses non pas de déguisement, mais de vieux vêtements assez grands pour qu'on puisse les mettre au-dessus des manteaux, des grandes robes, des vestes de chantier, etc. Et quand vous mettez des chapeaux, des sacs, des vieux sacs à main et tout ça, vous avez des enfants qui s'emparent de ça, qui vont jouer avec ça, qui vont faire des scènes, voilà. Et hop, ça c'est une autre partie des enfants qui vont trouver leur compte là-dedans. Le type matériel de cirque, ça va être encore d'autres enfants qui vont trouver de l'intérêt à ça. Voilà, donc quand je parle de nourrir la cour, c'est mettre des choses qui vont amener des actions différentes, soit pour l'enfant tout seul, soit pour des groupes d'enfants. Et c'est peut-être simplement vous ouvrez les placards de votre école et vous allez vous dire ah mais ça on pourrait le mettre dehors, ça on pourrait le mettre dehors, voilà, pour essayer de mettre plus de choses dehors que simplement la balle, parce que s'il y a que des jeux de ballon, ben effectivement du coup on est obligé de faire des roulements, les petits, les grands, les 1, voilà. Alors que si on met des choses pour faire ailleurs, dans des petits espaces, puisqu'on n'a pas de plateau, du coup on aura moins de sollicitations des enfants pour jouer à la balle. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre. Oui, du coup, diversifier l'offre pour que Voilà, effectivement. voilà, euh, ouais. Ouais, ouais.
Ça peut Et être une solution, notamment en attendant que la course soit complètement finie, mais même après, hein, même après. Mm. Et après, on s'interrogeait aussi justement sur la question de jeu libre. On a plutôt intérêt à laisser la balle et les laisser se débrouiller entre eux, ou est-ce que le fait de finalement, d'essayer de chapeauter un peu la chose est-ce que c'est une bonne Moi, idée je, ou pas? ouais, alors, je dirais bien, moi, je les laisserai. Mais le problème, c'est que s'ils sont nombreux avec une seule balle, forcément, ça va faire des conflits. Donc, il faut et diversifier l'offre. Et puis après, ben, peut-être des fois, je peux aussi arriver et puis dire, ben, tiens, si vous voulez, je vous apprends un nouveau jeu. Par exemple, il y a quelqu'un j'aurais pu le mettre, mais qui fait sur YouTube, ça s'appelle les jeux originaux. Et il explique des règles du jeu, des jeux qui viennent du monde entier, des jeux de ballon qui prennent pas de place. Il faut juste un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Et il y a plein d'enfants qui peuvent jouer à ça. Enfin, voilà, donc ça s'appelle Jeux originaux. Allez voir ces petites vidéos, ça va vous donner des idées. Et du coup, ben, une fois, on apprend à un groupe d'enfants à jouer, puis après, on les laisse, hein. Après, ils passent d'un jeu traditionnel qu'ils connaissent déjà à un jeu qu'ils connaissent pas, etc. Pareil, si vous faites boîte à jouer sur internet, vous allez trouver plein d'exemples, enfin voilà. Mais effectivement, je rejoins tout à l'heure ce que disait, la dame qui nous a quittés là, c'est qu'il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin, il faut faire ça en équipe et donc il faut en discuter avant. Qu'on soit équipe d'enseignants ou équipe d'animateurs, il faut en discuter avant pour savoir, ben voilà, se mettre d'accord sur, ce qu'on va faire dans cette cour, quoi.